va parler aujourd'hui d'un autre grand métier des services immobiliers, la transaction, avec en particulier, mais pas seulement, une enseigne représentative de ce qu'on appelle les néo-agences. On va se demander, de manière un peu provocatrice, si les néo-agences sont effectivement des acteurs très, très innovants ou si avec une autre apparence, ils entrent dans le rang des agences immobilières. On va le faire avec une marque déjà puissamment connue, et on parlera d'ailleurs de son marketing avec les agences de papa. Et je vais saluer tour à tour nos intervenants. Je commence par saluer Frédéric Ibanez et Nicolas Fratini. Ce sont les deux fondateurs et deux dirigeants des agences de papa. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, enchanté. Bonsoir, on est Merci enchanté. d'être avec nous. Merci. Je salue ensuite Christian Cohen. Alors, Christian est le fondateur, lui aussi. D'ailleurs, je crois qu'il a fondé également avec un complice, mais il est seul ce soir. Il est directeur général du groupe Impactimo, qui est un groupe francilien bien connu. Bonjour, Christian. Bonsoir, Henri. Bonsoir à tous. Bonsoir. Merci encore d'être avec nous. Olivier Descamps. Alors, c'est un habitué, Olivier. On l'a déjà vu dans nos débats, on l'a déjà écouté. Il est le patron pour la France d'un grand réseau de conseillers indépendants, réseau de mandataires, comme on dit, IAD France. Bonjour Henri, bonsoir à tous. Et puis, Stéphane Fritz nous fait le plaisir de débattre sur ces concepts de néo-agence et sur le renouvellement des pratiques en transaction. Il est le président de Guy Hockey, une franchise leader bien connue. Bonsoir Stéphane. Bonsoir Henri, bonsoir à tous. Voilà, et alors mon complice, puisque ce cercle de managers, on en a eu l'idée ensemble et on le fait vivre ensemble, pas seul d'ailleurs, mais de manière très active. Il est le président de ce cercle, c'est Benjamin Darmouni, professionnel de l'immobilier lui-même. Il fait de la transaction également, il fait de l'administration de biens. Bonjour Benjamin. Bonsoir Henri, très heureux Voilà. de recevoir tous nos invités ce soir encore pour un débat qu'on voudra haut en couleur et effectivement ça nous est reproché souvent de vouloir donner la parole à tout le monde, à toute la sphère immobilière. Mais on s'en réjouit et on s'en félicite. Écoute, voilà, merci de le dire. Je partage évidemment cet attachement à l'ouverture des chakras. Voilà, hein, on ne le fait de toute façon qu'avec l'intérêt de faire évoluer des métiers auxquels on est attaché, dans l'intérêt aussi final du public et des clients. Alors, on a une heure, je dois faire un mea culpa, il est bien rare qu'on arrive à tenir dans une heure. On va faire des efforts, vous allez m'y aider, hein, et il faudra que dans cette heure, on ait pu déjà dire l'essentiel. Si on déborde, il n'y a pas de problème. En tout état de cause, je tiens déjà à signaler que le thème et les intervenants probablement plaisent, puisqu'on est près de 500 participants aujourd'hui. On a près de 500 participants face à nous pour traiter ce sujet. Alors, je vais commencer par nos invités représentatifs de ce modèle qu'on a appelé les néo-agences. Ce n'est pas la seule enseigne, hein, d'ailleurs, qui renouvelle le genre et qui bouscule les codes, mais c'est vrai que les agences de papa, évidemment, ont un degré de notoriété aujourd'hui extrêmement fort. Vous pouvez retrouver en couverture du magazine Entreprendre, donc en vitrine de vos kiosques, les deux fondateurs, à qui je vais demander de bien vouloir nous dire déjà quelle intuition a prévalu lorsqu'ils ont voulu créer les agences de papa. Pourquoi ce nom étonnant, j'ai envie de dire un nom qui renvoie à la tradition en quelque sorte, alors même que vous voulez innovant et que vous êtes de nouveaux entrants. Parlons aussi tout de suite, je disais que vous aviez un puissant marketing, une puissante communication. Vous avez choisi une égérie qui est une figure
extrêmement populaire du sport de haut niveau, c'était Teddy Riner. Alors, j'en parle avec émotion parce que je suis un vieux judoka. Voilà, donc déjà, parlons de l'origine. Qu'est-ce qui a déclenché la création de ce qu'il est convenu d'appeler une start-up, hein, et pendant les 10 années qui viennent, je vous souhaite longue vie, on pourra encore parler de start-up. En tout cas, aujourd'hui, il n'y a pas de doute. Alors, bien sûr, vous répartissez la parole comme vous voulez, hein. On a fait le choix de vous avoir tous les deux, c'est infiniment mieux. Maintenant, je vous laisse répondre, celui qui le souhaite, à sa manière. Bien sûr. Ben déjà, tout a commencé grâce à une rencontre à la sortie de l'école de nos enfants à Nice. Et grâce à cela, on a joué vraiment le rôle de papa. Donc, on était en train d'attendre les enfants. Après, on s'est rencontrés, on a discuté vraiment beaucoup de temps sur nos respectives compétences. Donc, l'immobilier pour Frédéric et le digital, le management pour moi. Et à partir de là, on a fait un constat tout simple, qu'on voulait vraiment donner un service client et réduire les frais d'agence, que pour nous, c'était trop élevé. Donc ça, c'était le premier constat. Donc, on a mis en avant le digital et nos compétences pour chercher d'y arriver. Et il y a quelque chose d'assez rigolo. Le nom, ce n'est pas nous qu'on l'a trouvé, mais c'est nos enfants. Parce que nous, on bossait beaucoup sur le projet, sur le modèle économique, sur la stratégie. Et donc, les enfants, ils nous voyaient tout le temps travailler et ils venaient chez nous et ils ont dit mais alors, vous travaillez encore pour les agences de papa? Et alors, on les a appelés. C'est quoi? T'as dit quoi? Ils ne savaient même pas ce que c'était une agence, en fait, hein. D'ailleurs, on leur a demandé, vous savez, c'est quoi une agence? Ils nous ont dit non, papa, mais elles sont à papa. Et du coup, on est resté sur ce nom et on a continué. En fait, on s'est beaucoup amusé à l'origine. Il y avait beaucoup d'amusement. Et puis, on continue encore maintenant. Et au fur et à mesure qu'on a appris à se connaître, Nicolas avait beaucoup d'expérience dans le digital de son côté. Et finalement, l'idée, c'était de dire, OK, on part d'un prix. Quand on voit, on est parti du principe, bon, avant, on payait tous une facture de téléphone très élevée. Et finalement, ça a été réduit. Nous, on s'est dit, on peut faire la même chose, mais maintenant, pour faire la même chose, il faut réduire le temps de travail et il faut être efficient. Et c'est ce qu'on a fait, en tout cas, à travers la mise en place d'un parcours digital qui peut être encore, vous savez qu'il y a encore des points d'amélioration et il y en aura encore parce que c'est un marché nouveau. Mais en tout cas, on est allé sur ce sujet et on est très content parce que ça a permis de réduire justement les prix. Alors, on va reparler, bien sûr, je dirais, du modèle professionnel et modèle économique. Vous avez déjà donné des éléments de manière spontanée. Vous êtes entré par le prix, la volonté de modérer les prix. Le choix de Teddy Riner. C'était un choix, c'était vraiment une rencontre avant qu'un choix. Parce qu'on a créé, comme il a bien dit Frédéric, on s'est amusé beaucoup, on a fait beaucoup de vidéos rigolos. Donc, on a fait une vidéo qu'on appelait La Casa des Papas. On s'est inspiré de la très connue série. Et donc, on a chanté une chanson, Bella Ciao, mais on l'a mis à notre sauce. Donc, on expliquait vraiment une rencontre et un parcours entrepreneurial. Et à partir de là, on a fait de la diffusion sur les réseaux. Ça a été un franc succès parce que ça a été vu par des centaines de milliers de personnes. Et donc, il y a Teddy Riner et son staff qui a pris contact avec nous. Après avoir vu la vidéo. Exact. Voilà. En fait, il est tombé sur cette vidéo de la Casa des Papas qui a été tournée pour l'anecdote justement chez Nicolas, parce que le réalisateur a complètement débarrassé son appartement, il y en avait partout dans la cage d'escalier. Et on s'est retrouvés 2 jours après, on avait fait un peu plus de 300 000 vues, et Teddy nous a contactés. Il a trouvé le message très sympa, il a dit les gars, il faut qu'on se voit. Et on s'est rencontrés. À partir de là, on a bâti un projet de communication ensemble très rapidement et il est rentré, c'est l'ambassadeur, mais il est rentré aussi au capital comme actionnaire à l'initiale. Donc, c'était un projet commun. On a fait tout très, très rapidement parce qu'on s'est rencontrés en décembre. Déjà, et à mi-janvier, on tournait les spots que vous avez pu voir. Et le 15 mars, on a commencé la diffusion. Donc, ça a été tout très, très rapide. Et vous lui prêtez, j'imagine, mais peut-être vous pouvez le préciser, des valeurs communes à votre entreprise. Qu'est-ce que vous mettriez en avant, au-delà du fait que
il y a une popularité extraordinaire, évidemment, mais… Il y a la popularité, mais avant tout, on a rencontré un homme et un super papa. On a nos enfants qui se sont entendus tout de suite. On connaissait ni l'un ni l'autre les règles des Pokémon, finalement, et ça a été un point de rattachement, parce qu'on jouait avec eux et on perdait tout le temps. Et on s'est retrouvés vraiment, on avait l'impression d'être en famille. C'était vraiment très sympa, de très bons moments, et c'est ce qui fait que ça n'a pas mis plusieurs mois à se mettre en place. C'était en quelques jours, et comme l'a très bien dit Nicolas, un mois après, on a tourné les publicités. C'est une sacrée organisation. Logiquement, ça prend. On est sur quasiment un semestre ou un trimestre si ça se passe très bien. Tout a été organisé en un mois avec les fêtes au milieu. D'accord. Et ça, c'est grâce aux valeurs aussi que véhicule Teddy, parce que comme on le voit dans le sport ou à la télé, vous qui en êtes fan, en tout cas, je peux vous dire, c'est le même. C'est vraiment une très belle personne. D'accord. On va parler de votre modèle professionnel et économique. Vous avez tout de suite dit, on a voulu des prix de service moindres que ceux qu'on est habitué à payer dans une agence immobilière. Bon, on sait que le modèle, sauf exception, même si vous n'êtes pas les seuls à être sur des forfaits, mais globalement, on est en pourcentage du prix de vente du bien. Donc, en effet, des factures qui vont être élevées. Vous avez voulu une modération. Comment il tourne ce modèle? Par définition, vous êtes des entrepreneurs, donc il faut, sinon tout de suite, une start-up évidemment doit décoller, mais il faut qu'il y ait un équilibre entre le chiffre d'affaires, les bénéfices et le mode de facturation, bien sûr, est au cœur de l'équation. On peut peut-être rappeler d'ailleurs quelle facturation vous faites, tout le monde n'a peut-être pas en tête. Et derrière, quels services sont-ils apportés? On a bien entendu que la dimension digitale avait été cruciale dans votre conception. Et évidemment, la question qui vient, elle va être posée ensuite par nos débatteurs, mais c'est quel service face à cet honoraire réduit dont vous avez rappelé le montant? Alors, déjà, on a un prix fixe payé au résultat de 2 000 euros. D'accord. Ça permet, notre objectif, c'est vraiment de simplifier les démarches du vendeur et des acheteurs pour fluidifier le parcours client. Et nous, en tout cas, la base de notre modèle, on souhaite que ça permette de pouvoir démocratiser l'accès au logement. Aujourd'hui, ça peut être vraiment bloquant, le montant de la commission. Donc, l'objectif, c'est que ça ne pénalise pas les revenus les plus modestes. D'accord. Parce que dans le cadre d'une acquisition, des fois, on dit que c'est finalement l'acheteur qui paye ou le vendeur qui encaisse la commission. Mais d'un côté ou de l'autre, elle existe, cette commission. Bien sûr. Elle est importante et elle pèse à la fois soit sur le crédit ou soit sur l'apport. Mais sur le crédit, sur un appartement, ça peut être 1 an à 2 ans de crédit en plus, finalement, sur lequel on va pouvoir, on va payer finalement un taux d'intérêt en plus sur ce crédit, et souvent l'assurance également, l'assurance à validité d'essai si on emprunte cette commission. Donc ça pèse vraiment, et des fois, on s'est rendu compte, en tout cas, à travers notre modèle, que ça peut empêcher tout simplement de faire une transaction. Parce qu'un vendeur qui souhaite vendre plus rapidement, avec une commission élevée, c'est une baisse de prix qu'il doit envisager. Bien souvent, il ne peut pas baisser son prix. Donc, alors qu'il a besoin d'un service finalement de transaction. Et donc, pour rendre digeste les honoraires, c'est comme ça qu'il faut parler aujourd'hui, on ne parle plus de commission depuis la loi Allure, on peut être amené, vous dites, à devoir baisser son prix, on ne le pourra pas. Bref, ça peut compromettre le recours à un professionnel déjà. Ça peut compromettre pour les plus modestes, mais ça peut également, pour ceux qui ont un peu plus de pouvoir d'achat, leur redonner un peu plus de pouvoir d'achat encore. Donc, ça marche dans les deux sens. D'accord. Parce que quelque part, ça peut être l'équivalent pour certaines régions d'une pièce en plus. Peut-être pas à Paris, mais en tout cas, il y a beaucoup de régions. En région, c'est le cas. De travaux, une voiture, parce que des fois, tout simplement, quand on s'éloigne un petit peu, on n'est pas forcément à côté du métro ou à côté des transports, donc il y a un changement de voiture qui s'impose. Donc, quelque part, ce pouvoir d'achat, c'est du plus, et nous, on estime que ça doit rester dans la poche du client, sachant qu'aujourd'hui, il y a des moyens. On a des moyens à disposition qui nous permettent de faire des choses à distance. Alors, parlons de ces services que vous arrivez à faire à distance, de manière digitale. Et si vous voulez, pour être précis, est-ce qu'il y a une différence? On connaît tous, enfin, ce sera précisé par nos débatteurs, mais on connaît tous le service
la chaîne de valeur d'un agent immobilier que je vais qualifier de traditionnel. J'espère ne pas les offusquer. Quelle différence en fait? Est-ce que certaines parties de la chaîne, on va devoir y renoncer quand on a affaire à vous? Est-ce que rien n'est changé? Alors, rien n'est changé parce que nous, on a aussi sur le terrain des agences. On utilise une société pour faire les visites. On externalise cette partie-là. Mais il y a beaucoup d'agences immobilières traditionnelles qui font la même chose. Et par contre, on a centralisé dans notre plateforme un service client avec des experts qui répondent dans chaque phase d'une vente immobilière. Donc, on accompagne le client de l'estimation à la diffusion et à la négociation. Donc, on a vraiment mis toutes les compétences et on a formé nos commerciaux sur tous ces métiers-là. Et c'est pour ça qu'on peut donner beaucoup de performance et beaucoup plus de fiabilité parce que dans chaque étape d'une vente immobilière, on a des experts. Vous allez jusqu'à la signature de l'avant-contrat, de la promesse ou du compromis de vente? Pas du tout, on s'arrête avant le compromis de vente. D'accord. D'ailleurs, voilà, comme beaucoup d'agences traditionnelles aujourd'hui, ça se passe chez le notaire, on ne détient aucun fonds, ça se passe également chez le notaire. Aujourd'hui, ce qu'on est capable de faire, c'est d'avoir un dossier complet qu'on transmet au notaire. Systématiquement, nos clients, nous avons la totalité du dossier au moment où la vente, juste avant le compromis, et nous transmettons toutes les pièces au notaire avec beaucoup de fluidité. Donc, nous, notre rôle s'arrête à partir de là. S'il y a des pièces complémentaires qui n'ont pas été mises au dossier, bien sûr, on s'occupe du suivi jusqu'à la vente, mais en tout cas, le notaire le fait très bien par la suite et le compromis est signé chez le notaire. D'accord, parfait, c'est tout à fait clair. Oui, une question peut-être, elle vous sera posée si je ne la pose pas moi. Vous êtes titulaire de la carte professionnelle, je veux dire, vous entrez dans le cadre de la loi du 2 janvier 70 que tout le monde connaît ici? Bien sûr, absolument, tout à fait. Parfait, très bien. Avec les assurances qui vont avec, tout à fait. Voilà, vous répondez à toutes les obligations qui sont associées. Peut-être une réaction de mon complice dans le fonctionnement de ce cercle, Benjamin. Tu connais bien la transaction aussi, tu la pratiques. Ta réaction, et puis ensuite nos trois autres invités vont s'exprimer, Stéphane, Christian et Olivier Descamps. Merci Henri. Alors tout d'abord, moi, tu me connais, je suis pour le débat et merci de ces explications. Néanmoins, oui, je crois que c'était nécessaire de tendre une toile de fond parce que tout le monde désormais a le même degré de connaissance du fonctionnement des agences de papa. Voilà. C'est effectivement très important parce que nous, en tant que transactionnaires, on met l'humain au cœur de nos professions. Cette crise qu'on a vécue, on l'a vécue aux côtés de nos clients. On a été l'un des métiers les plus résilients et on s'est transformé extrêmement vite avec le digital. On a offert des nouveaux moyens de communication à nos clients et l'idée, très clairement, en tout cas, l'image que j'en ai avec la légèreté que vous avez, messieurs, et que j'apprécie, l'humour, la création de votre société, tout ça représente votre réalité de votre entreprise. Mais nous, il faut bien comprendre que le métier de transaction, c'est avant tout un métier de connaissance et de connaissance de son client. Et il semblerait que vous, au travers de votre explication, vous vous suffisez au monde du digital. Et vous avez beau m'expliquer que vous avez des professionnels au bout de la fibre, nous, en l'occurrence, nos clients nous font confiance parce que jour après jour, non seulement on a leur historique, on a leur connaissance, et c'est ce qui permet qu'ils ont une conscience du prix exact payé pour réaliser une transaction. Vous avez dit tout à l'heure, réduire le temps de travail. Je suis entièrement d'accord avec vous. Ça peut être un de vos objectifs, mais pas réduire le professionnalisme. Il faut bien comprendre que nous, au travers de la formation de nos salariés,
au travers des obligations qui reposent sur la carte professionnelle que vous avez aussi. Je peux les citer, la discrimination, TRACFIN, on a une responsabilité civile du professionnel. C'est pour ça que pour nous, l'encadrement de nos clients jusqu'à l'acte authentique est extrêmement important. Et très clairement, je suis d'accord avec vous, ça ne vaut pas 2 000 €. Ça vaut beaucoup plus cher parce qu'on a des charges sociales, parce qu'on a des salaires à régler en fin de mois, parce qu'effectivement, tout cela coûte très cher. Et quand, en l'occurrence, nous, les agents immobiliers que vous appelez traditionnels, ne peuvent pas. C'est moi qui ai prononcé le mot. Hein. Non, il est, ayant un petit peu travaillé, il est sur le site internet. Ah, donc bon, je peux le dire. L'idée, c'est que les agences traditionnelles, effectivement, elles vendent un professionnalisme, une qualité de service, être aux côtés de leurs clients et la formation que nous faisons tous les jours auprès de nos collaborateurs pour effectivement, et encore une fois, j'insiste sur le fait que nous rendons le service jusqu'à l'acte authentique parce que il semblerait que votre service soit rendu jusqu'à la promesse de vente, mais bien souvent, on se rend compte. Pardon ? Alors, on va y revenir parce qu'on ne peut pas nier, on peut le regretter peut-être, que ce qu'a dit tout à l'heure, je ne sais plus si c'est Nicolas ou son associé, mais n'est pas faux, c'est-à-dire qu'une fraction importante des agents immobiliers ne procède pas à l'accompagnement pour la signature d'avant-contrat, mais on va revenir sur ce point. Je vous pose une question avant que Stéphane, par exemple, ne réagisse. Vous disiez, c'est raccord avec l'intervention à l'instant de Benjamin qui parle des équipes dans une agence qui sont rétribuées, donc ce sont des charges, voilà, la masse salariale, ça vient évidemment en tête des charges avant l'agence, en clair, physique. Ces femmes et ces hommes à qui vous avez affaire pour les visites, j'imagine, notamment, ce sont des agents commerciaux. Comment sont-ils rétribués? Voilà, parce que vous avez aussi affaire, vous l'avez dit, vous avez parlé du digital, mais vous n'avez pas parlé que du digital, vous avez parlé aussi d'équipe. Quel statut, quel type de rémunération, sans être trop précis, hein, mais qu'on comprenne bien le modèle. Frédéric ou Nicolas, ou les deux. Et ensuite, je fais réagir Stéphane. On est toujours dans le modèle. Voilà, parfait. Voilà, c'est bon. Merci beaucoup pour votre question et pour votre intervention. En tout cas, nous, déjà, je vais juste préciser qu'on propose une alternative au modèle existant. Donc, on n'est pas là pour remplacer le modèle existant, pas du tout. Ce n'est pas notre objectif. Et en tout cas, on propose une alternative qui prend de plus en plus d'ampleur, en effet. Mais aujourd'hui, la façon dont on le fait, c'est sur un modèle de plateforme, déjà, sur laquelle on a créé depuis l'existence des agences de papa plus de 120 emplois en CDI. Donc, on n'a aucun emploi en CDD ou aucun emploi précaire dans la société. Et ensuite, les agents commerciaux, concrètement, qui sont en tout cas mis au service des agences de papa par le groupe Flatsy sur le terrain, ce sont des agents qui sont salariés de ce groupe, qui sont formés. Et c'est une start-up française qui a elle-même lancé cette activité et qui travaille avec tous les groupes. Aujourd'hui, tout le monde est Flatsy, clairement. Vous l'avez cité, c'est Flatsy. Oui, ils sont très bien connus dans l'univers immobilier. Très connus, ils sont très bien, ils sont très compétents. Après chaque visite, on reçoit. Ils vont se présenter en marque blanche, hein, comme des agents de papa ou des agents de Century 21 ou tous les groupes. Hein. Et ensuite, ils vont nous faire un rapport complet après la visite. Et c'est un rapport qui est envoyé systématiquement après la visite, qui est vraiment complet. Il y a un suivi. On est en lien avec leur CRM, donc on a un suivi complet du client. Et ça permet d'avoir un agent sur le terrain. La raison pour laquelle ce n'est pas des agents de chez nous qui font ce travail-là, c'est que concrètement, vous l'avez très bien dit, on ne pourrait pas être à ce prix de 2 000 €. Et tant mieux pour le client qu'on puisse effectuer ce service finalement sans demander 1 € à nos clients, parce qu'on le prend à notre charge et c'est payé au résultat. Donc, souvent, j'ai entendu aux agences de papa, on fait payer d'avance. C'est faux, on est payé chez le notaire, si ça fonctionne. Oui, si vous êtes dans le modèle loi Hoguet, parce qu'on rappellera que la loi Hoguet
astreint à fait. tous les porteurs de cartes à entrer dans cette logique. C'est effectivement une rémunération au résultat. Et au résultat, exactement. Et c'est vraiment payé au résultat. Et derrière, en tout cas, si le client souhaite recevoir lui-même, aujourd'hui, moi, on peut vous donner le chiffre, 95% de nos clients demandent à recevoir eux-mêmes l'acquéreur. Donc, c'est quelque chose qui n'était pas permis non plus dans le système, on va dire, je suis désolé de dire traditionnel, mais on n'en voit pas. Voilà. On retient n'en voit ce mot, pas il n'a rien quelque d'injurieux. part. Voilà. On assume, En tant qu'agent immobilier, c'est compliqué d'envoyer son client directement. Pour des raisons de professionnalisme, je comprends très bien, mais aussi il peut y avoir potentiellement un arrangement entre il faut le dire, entre la personne qui vend son appartement et l'acquéreur. Les enjeux sont importants quand ce sont des commissions élevées. Nous, on fait tout simplement, on donne l'information. S'ils souhaitent faire visiter eux-mêmes et qu'ils souhaitent s'entendre eux-mêmes, on va s'occuper des négociations, on va s'occuper de la composition du dossier, du suivi. Et dans ce cas-là, on facturera exactement le même prix que s'il y avait eu un commercial à disposition. Voilà, on permet Parfait. aussi, c'est très apprécié des propriétaires. Frédéric, c'est clair. Allez, je vais faire réagir Stéphane. Alors Stéphane, bon, déjà une libre réaction à la description de ce modèle. Je retiens une chose dans le propos aussi, ça rejoint ce que disait Benjamin, ou que je disais à l'origine. On est là aussi pour ouvrir les chakras. J'entends que vous n'arrivez pas en prédateur, vous arrivez en apportant une alternative, hein, c'est votre mot, et donc vous n'êtes pas non plus en train de dire que les services existants que Benjamin a commencé à décrire ne sont pas estimables. Voilà, je le précise. Bon, donc un service alternatif, est-ce que Stéphane, tu le perçois toi, tu as une expérience longue de la demande de la clientèle, est-ce que tu le perçois effectivement comme une forme de réponse qui n'est pas la tienne? Est-ce que tu penses, ça c'est une grande question, que cette façon-là, je la poserai aussi tout à l'heure à Olivier Descamps pour y aller, peut contribuer à faire monter le taux de pénétration des professionnels? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a effectivement des ménages qui vont souhaiter ce service-là, qui ne va pas jusqu'au bout, on l'a dit, jusqu'à la signature par exemple, et qui a une approche particulière? Voilà, ton regard là-dessus. Et après, on parlera aussi bien sûr du regard de la communauté financière, de la communauté économique sur cette activité, parce que c'est un point important. Stéphane, patron de Guy Hockey. Alors déjà, merci, bonjour à toutes et tous, et je suis ravi de participer à un débat apaisé, et apaisé je le suis, puisque aujourd'hui, ces modèles-là ne nous attaquent pas plus que ça. Ils sont arrivés déjà il y a longtemps. Il faut poser la question de Néo, déjà. Il faut poser la question de Néo. Aujourd'hui, les agences de papa, pour moi, c'est un site d'annonce aujourd'hui qui le dit clairement. PAP est né en 1975, donc déjà 46 ans. Donc, il n'y a rien de Néo aujourd'hui dans l'arrivée d'un site aujourd'hui qui explique aux gens qu'ils vont se débrouiller seuls, sauf que le prix a triplé entre ce que propose aujourd'hui Corinne Joly chez PAP à 600 €, un accompagnement qui ressemble beaucoup à ce que je viens d'entendre. C'était un accompagnement light. Et pour le coup, je suis d'accord avec Frédéric sur ce qu'il dit, c'est-à-dire que ça vient apporter un service à des gens qui n'ont pas les moyens de se payer un agent immobilier, et heureusement que ça existe. Mais aujourd'hui, les agences de papa, pour moi, c'est concurrent de PAP, pas en aucun cas des agences. Donc ça, c'est une première chose. Et je ne vois rien de Néo dans ça. Donc, à la rigueur, Olivier est là. Il y a 15 ans, Capi a démarré, et ensuite les réseaux d'agents mandataires, ça c'est nouveau. Parce qu'on a aujourd'hui maintenant 40 000 mandataires sur le secteur, ce sont des gens qui apportent le service un peu partout, mais beaucoup plus en province, là où justement les agences ne vont pas. Ça, c'est un vrai modèle économique qui aujourd'hui est né il y a une quinzaine d'années, qui pour le coup a fait la différence. Aujourd'hui, les agences de papa, je veux bien qu'on parle de data, je veux bien qu'on parle de plein de choses. Il y a beaucoup d'idées reçues déjà et de fausses vérités qui se disent là. Déjà, les deux, je suis content que vous soyez cartables, mais il faudra changer sur le site internet des cartes parce que ce n'est pas vos noms qui apparaissent aujourd'hui. Donc, vous pouvez éventuellement faire ça parce que je crois que c'est… Il faut le dire, ça n'est pas une vérité. Ce n'est pas vous qui êtes cartable aujourd'hui sur le site des annonces. La deuxième cartable, chose, ça veut dire porteur de la carte. porteur de carte. Hein. Déjà, donc, c'est pas le le bon nom cartable, qui parle. j'ai mis du temps à comprendre ce que ça veut dire. Hein. Comme Comme ancien prof, je pensais tout de suite à autre chose. Hein. Bon, voilà, Mais… j'entends.
Donc déjà, c'est la première chose. Et encore une fois, je vous le dis, aujourd'hui, il faut, j'entends Henri et Benjamin parler des modèles aujourd'hui tels qu'ils existent. Vous dites, tu as dit tout à l'heure, Henri, à plusieurs reprises, il y a une forte notoriété. Donc oui, je l'entends, mais elle est due notamment au fonds levé et à l'argent mis en com. Mais s'agissant aujourd'hui du modèle économique, la notoriété, elle pèse sur 52 000 euros de chiffre d'affaires l'année dernière, et peut-être doubleront-ils ce chiffre d'affaires aujourd'hui. Nous, on l'a testé pour le coup. Nous, on l'a testé. Moi, j'ai fait 60 appels aujourd'hui. On a testé le modèle. Et c'est, à mon sens, 2 000 euros, c'est pas cher. Et je vous rejoins, c'est bien qu'il y ait des gens qui puissent avoir des choses à bas prix. Le low cost, c'est un modèle économique en soi. Mais 2 000 euros, c'est trop cher pour ce que vous faites déjà aujourd'hui, à mon sens. C'est trop cher pour dire aux gens de se débrouiller seuls. Et quand vous parlez d'experts derrière, parce que vous parlez de beaucoup d'experts, et ça, je l'entends bien, ces experts-là, il faut les payer. C'est l'équipe de 120 personnes qui était décrite par comment Nicolas. Vous allez pouvoir les payer. Et deux, Flatsys, moi, je ne sais même pas ce que c'est, donc autant vous dire qu'on ne s'en sert pas. Donc, on est apaisé de ce point de vue-là parce que ce n'est pas un modèle économique qui aujourd'hui nous inquiète. Les mandataires ont pourtant pris 40 000 places aujourd'hui d'agents immobiliers, et pour autant, on n'a jamais gagné autant d'argent. On n'a jamais. Aujourd'hui, les particuliers ne se sont jamais autant portés sur les professionnels. La part des professionnels ne cesse d'augmenter. Et je vais donner quelqu'un qui a eu une idée un peu comme la vôtre en 2017, qui s'appelle Henri Pagnon, qui vient de donner justement une interview sur je ne sais plus quelle radio, et qui expliquait qu'après 4 ans, parce que Propriou, c'est le patron de Propriou. Le patron de Propriou, il a démarré à 500 balles, à 1000 balles, à 1500 balles, je ne me rappelle plus. Enfin, il a changé 4 à 5 fois le modèle pour s'apercevoir que, et c'est sa phrase, c'est ses mots à lui, pas les miens, que les Français veulent du service et pas des prix cassés. Bon, ça, en 2017, mon fils, pour un Big Mac, il leur a donné comme conseil, c'est qu'aujourd'hui, le low cost, ça se construit en tant que low cost, ça se construit, ça s'écrit en tant que low cost, et il faut un service à... Aujourd'hui, moi, je dirais bravo aux agences de papa si elles réussissent leur pari, vraiment, je dirais bravo, mais en revanche, il faudra attendre de voir le nombre de Français qui vont s'adosser à un modèle comme celui-ci. Nous, on l'a essayé à 60 reprises, et je vous le dis pour l'instant, je ne trouve pas de service derrière, je trouve que 2 000 euros, c'est déjà trop cher. Quand tu dis, 2-3 choses pour approfondir, quand tu dis on a testé ce modèle, ça veut dire, c'est ton droit, voilà, on n'a rien à cacher quand on est une entreprise, il peut y avoir des clients mystères. C'est-à-dire que des personnes ont voulu mettre en vente un bien, ont passé un coup de fil, se sont mis sur le site. On appelait tout simplement, et déjà pour les avoir au téléphone c'est déjà long, et ensuite on s'aperçoit que quand on fait dérouler les services, moi je trouve que pour 2 000 euros c'est beaucoup trop cher. Et à l'inverse, vous voyez, 10 000 euros en moyenne pour une agence immobilière, compte tenu du travail qui est fait, l'accompagnement qui est fait, mais pas seulement l'accompagnement, parce qu'on a l'accompagnement en banque, l'accompagnement chez le notaire, enfin l'accompagnement pousse très très loin, mais la médiation entre les deux parties, parce qu'aujourd'hui les deux parties ce sont deux personnes. Ça c'est notre métier depuis tout le temps. C'est une personne qui aujourd'hui veut vendre très cher et c'est un acheteur qui veut acheter pas cher. Et il nous faut aujourd'hui faire corréler justement ces deux avis divergents et faire en sorte que les deux arrivent à une transaction ensemble et que les deux soient heureux. Et ça, c'est tout le travail psychologique pour le coup de l'agent immobilier, d'accompagnement, de compréhension du besoin, que ce soit de l'acheteur ou du vendeur. C'est un métier. C'est un métier. Ce que je dois aujourd'hui poindre aujourd'hui sur l'avenir, pour vous dire à quel point déjà, on reçoit moi je reçois très régulièrement des startups, notamment dans l'immobilier, on les reçoit avec bienveillance, on les regarde. À ce jour, à mon sens, il n'y a pas plus digitalisé que les réseaux organisés. Si jamais on on leur parlera. Un point très important, en effet, mais on a entendu Benjamin dire on s'est digitalisé, tu nous dis, je pense même qu'on est en tête du recours au digital. Je vais évidemment piquer tes confrères aussi sur ce sujet, c'est un point important. Un sujet sur le montant des honoraires. Tu donnais un chiffre qui nous donne une base. Tu dis en moyenne, on est à 10 000 euros d'honoraires, ou je dis même entre le réseau, 8 et 10, c'est ça? Oui, peut-être un peu moins, entre 8 et 10. Voilà, on va dire entre 8 et 10, mais je pense que c'est représentatif des autres réseaux et des agences en général. Contre 2 000 annoncés par Frédéric et Nicolas. Donc, du simple. Oui. Il faut aussi le mettre en parallèle, si on parle de tous les services, des 600 euros de PAP. Mais on t'a entendu. Un service d'accompagnement pour arriver à une transaction.
est-ce que je parlais de taux de pénétration? Bon, tu nous dis que le taux de pénétration n'a fait qu'augmenter, c'est-à-dire le recours aux professionnels n'a fait qu'augmenter ces dernières années. Je suis un peu moins sûr des chiffres que la profession donne, mais ça n'engage que moi. En tout cas, au moins, le digital n'a-t-il pas fait reculer la profession? Et c'est vrai que c'est au cours de ces dernières années, oui, il y a sans doute eu un progrès. Je ne sais pas si on est aux 70% que certains revendiquent. Peu importe, ce n'est pas le débat. Est-ce que, néanmoins, voir arriver des acteurs comme les agences de papa avec ce niveau de facturation, qui revendiquent un service dont tu dis il est faible, c'est ta liberté, tu le démontres. Mais est-ce que ça ne vous fait pas réfléchir sur le montant des honoraires quand même? Parce que moi, je ne suis pas insensible, toi non plus d'ailleurs, au fait que les ménages peuvent ne pas avoir de quoi payer des honoraires plus élevés. Est-ce qu'il n'y a pas une réflexion quand même que la profession, dont elle ne va pas faire l'économie, voilà, un petit peu piquée par de nouveaux entrants? Non, au contraire, je vais prendre le contre-pied de cette chose-là. Aujourd'hui, on est en train de monter chez Guy Hockey justement une multiservice. Une multiservice, c'est qu'aujourd'hui, je pense qu'on n'apporte pas plus de services. Moi, je veux qu'on apporte plus de services, mais pas moins d'argent. La réalité, c'est pas moins d'argent. Aujourd'hui, les gens… D'accord. Et le modèle existe. Et cette arrivée de modèle, si franchement, pour disrupter un modèle, il suffisait de baisser le prix, ça fait longtemps qu'on l'aurait fait. Donc, ce n'est pas un sujet. Et on était en capacité de le faire. Nous, on a les moyens, on a les résultats, on a des entreprises équilibrées. Donc, ce n'est pas un sujet. Martin a essayé le même modèle que les agences de papa. Ce n'est pas nouveau. Martin, il a fait un été à la télé et à l'automne, il est parti. Donc, ce n'est pas nouveau aujourd'hui. C'est pour ça que je ne suis pas inquiet. Et ce n'est pas le seul prix. Si le seul prix était aujourd'hui la possibilité de disrupter, ça n'est pas vrai. Ça n'est pas vrai. Donc aujourd'hui, on est aujourd'hui éminemment digitalisé. C'est vrai que la période de Covid que nous avons vécue a donné une accélération, mais tous les outils digitaux, nous les avions déjà depuis 4-5 ans. Ça fait 5 ans que nous, on est équipés en signature électronique. C'est juste que maintenant, on s'en sert à 100%, ce qui n'est plus pareil après Covid. Mais avant, on était déjà depuis 5 ans équipés de signature électronique pour 100% du réseau. Très bien. Je fais réagir, je dis tout de suite, bien sûr, à Frédéric et Nicolas qui pourront réagir sur tel ou tel point. J'essaie d'ordonner les choses et puis je tiens à ce qu'on entende sans tarder. Allez, Christian d'abord et Olivier va patienter encore quelques minutes, le patron d'IAD. Christian, peut-être une petite description, pardon, mais les enseignes nationales, je ne leur demande pas de se décrire, je crois qu'elles sont bien connues. Impactimo est bien connu des franciliens, mais peut-être pas de tous les Français encore. Est-ce que tu veux bien nous dire en quelques phrases l'histoire de ta société et le parti pris, hein, voilà, les choix stratégiques qui ont été faits pour qu'on voit bien ton positionnement par rapport aux agences de papa notamment. Merci Henri. Bonsoir à tous. Alors effectivement, la marque Impactimo est née il y a 30 ans. En pleine crise immobilière, 1992, on s'en rappelle, c'était une très grande crise. Et on a ce point commun d'être entré en pleine crise dans l'immobilier. Voilà, c'est 91 en ce qui me concerne. Je ferme la parenthèse. Et effectivement, quand on rentre dans des marchés de crise, on essaie de se poser les bonnes questions. Alors moi, je voudrais juste ouvrir une parenthèse, remercier à nos amis des agences de papa de nous apporter de la bonne humeur, parce que de temps en temps, dans ces périodes de Covid, on en manque un peu. Donc, merci à ces messieurs de nous apporter de la bonne humeur. Alors, tout à l'heure, Stéphane parlait de métier, Benjamin aussi. Oui, effectivement, on fait un métier. C'est un métier qui est maintenant bien reconnu, bien connu de tous les Français. Et nous, c'est un métier qu'on a voulu dès le départ comme une intégration du parcours d'acquisition vis-à-vis du client jusqu'à l'acte authentique. Alors, c'est quoi le parcours? Je ne vais pas le refaire, tout le monde le connaît, que ce soit Benjamin ou Stéphane, ils l'ont bien décrit. Nous, ce qu'on veut, c'est pas parler à des consommateurs, on ne veut pas parler à des leads qualifiés, on ne veut pas parler à des prospects, on veut parler à des clients acquéreurs ou à des clients vendeurs. Donc, la connaissance intime que nous devons développer vis-à-vis d'eux, elle repose certainement pas sur une délégation de services pour faire des rendez-vous, parce que nous, on ne parle pas de visite, mais de rendez-vous pour acquérir ou vendre un appartement, cette période étant beaucoup trop précieuse pour nous en termes de prise d'information. Et nous ne souhaitons pas non plus déléguer la rédaction des actes ou des avant-contrats tout au moins au notaire, parce que de temps en temps, quand on a mis un acheteur et un vendeur d'accord, il va falloir trouver l'agenda du notaire pour pouvoir signer un avant-contrat. Et nous, ça, c'est quelque chose que nous ne souhaitons pas faire et que nous n'avons jamais fait d'ailleurs. Donc, je crois qu'on est dans la proportion des 15% d'agents immobiliers en France, et c'est pas beaucoup, qui… Je valide. Je pense que tu valides, qui valident aujourd'hui les avant-contrats, qui sont séquestres
de ces avant-contrats et qui également propose un service de courtage en interne après avoir passé les qualifications ORIAS pour pouvoir parler d'argent avec des clients quand on en a reçu mandat. Donc tout ça, c'est effectivement un métier. Alors ce que nous disent les agences de papa, c'est qu'on pourrait avoir un modèle alternatif. Peut-être. Aujourd'hui, on ne sait pas. Tout à l'heure, Stéphane rappelait les 52 400 € de chiffre d'affaires du premier semestre. Stéphane aurait pu rappeler la capitalisation boursière absolument astronomique des agences de papa. Donc, ça veut dire qu'il y a aujourd'hui des financiers qui anticipent quelque chose sur ce mouvement. Donc, ce n'est pas nous, agents immobiliers régionaux ou nationaux, qui allons dire ça ne fonctionnera pas. Il n'y a qu'à voir IAD aujourd'hui ce que c'est devenu. C'est peut-être la première licorne dans ce domaine et je félicite Olivier pour son magnifique parcours puisque j'ai eu l'occasion de le rencontrer en 2008 quand il lançait IAD. Et si vous voulez, donc on ne peut pas savoir ce que ça va devenir. Mais nous, ce qu'on sait, c'est ce qu'on sait faire. Et de ce point de vue-là, Impactimo, dans sa région, dans le 92 et dans l'ouest de Paris, on accompagne nos clients de façon traditionnelle. Alors, certes, avec un modèle social, mais on aura l'occasion d'en reparler tout à l'heure, basé sur le salariat, parce qu'évidemment, pour sous-tendre une activité comme celle-là, avec les ambitions que nous avons, nous considérons qu'il faut prendre ses responsabilités, c'est-à-dire employer. Voilà, bon, j'opinais du chef quand tu parlais effectivement en gros, un agent immobilier sur 6 seulement aujourd'hui, je le dis à la communauté professionnelle qui ne le sait peut-être pas, qui va jusqu'aux avant-contrats et jusqu'au séquestre des indemnités d'immobilisation. Donc, tu fais partie de cela. Ça devient un petit club, hein, je tiens à le dire. Et aussi, ce choix qui est très minoritaire aujourd'hui, que tu démontres, hein, dont tu démontres le bien fondé, de recourir à des négociateurs salariés. Voilà, hein, ce sont deux points très, très forts dans ton modèle. Tu as commencé à évoquer un sujet, je voudrais t'y faire réagir. Bien sûr, on continuera sur ce thème, la valorisation. Une chose, pour moi, m'étonne, et je vais m'engager en disant que je le regrette depuis toujours profondément, c'est que le fonds de commerce d'une agence immobilière, lorsqu'on fait des transactions, lorsqu'on vend ce fonds de commerce, soit infiniment moins valorisé que le fonds de commerce de la gestion. Pour ne pas dire pas valorisé du tout. On va être très clair, hein, c'est en multipliquant du chiffre d'affaires, on est plus proche de zéro que sur des valorisations à 2 ou 3 années de chiffre d'affaires. Bon, on peut dire que c'est très cruel parce que lorsque tu as décrit le métier, avant toi d'autres l'avaient fait, un métier, c'est quelque chose qui a de la valeur. Donc il y a un fonds de commerce. On se bat pour le construire. Quand tu vois ces valorisations, est-ce que tu te dis, il y a une autre façon de voir les choses? C'est peut-être des datas, je lâche le mot, on va faire s'exprimer nos deux associés des agences de papa, mais est-ce que tu te dis, il se passe quelque chose qui peut servir les agences immobilières, c'est-à-dire un regard qui change sur notre métier et qui peut finalement valoriser jusqu'à l'image de l'agent immobilier. Est-ce que tu penses que vous pouvez finalement, de ce point de vue-là, faire cause commune, profiter de ce changement de regard? Alors, je pense qu'effectivement, il y a des sources de valorisation qui sont autre chose que des multiples du chiffre d'affaires dont on sait qu'ils sont effectivement relativement faibles. On peut aussi approcher la valeur de nos fonds de commerce par les excédents bruts d'exploitation que dégagent nos sociétés. Et de ce point de vue-là, que ce soit Guy Hockey ou IAD ou peu importe, on a des excédents bruts d'exploitation qui peuvent aujourd'hui valoriser nos business. Hein. Alors, évidemment, la question est tentante de se dire, est-ce que nos leads, est-ce que nos fichiers clients ont de la valeur? Oui. En réalité, c'est ce que tu nous dis, c'est ce que tu nous proposes. Oui, nos fichiers clients ont de la valeur, mais attention, on est dans un monde digital très contraint avec des organismes, notamment je pense à la CNIL, qui surveillent un peu ce qu'on fait avec nos fichiers clients. Et lorsqu'on veut parler, voilà, et RGPD, et lorsqu'on veut parler à nos clients et quand on veut leur parler d'autre chose que d'immobilier ou quand on ne leur a pas parlé depuis un certain temps, il faut prendre des pincettes. Et donc, ça veut dire que certainement, il y a des sources de valorisation de nos clients qui ne sont pas des touristes, forcément, puisque s'ils sont devenus nos clients, c'est qu'ils étaient en recherche soit d'acquisition, soit de cession. Mais aujourd'hui, les modèles restent à construire pour dire qu'est-ce que vaut un client. Moi, je suis parfaitement incapable de le dire aujourd'hui. Merci beaucoup. Olivier, merci de ta patience. Il faut un dernier dans une série. Bon, on va revenir vers vous tous. Les réseaux de mandataires, ta marque en est aujourd'hui le leader incontesté, d'ailleurs national, mais également à l'international.
Je crois que ce sont 13 500 ou 14 000 négociateurs sur le seul territoire français, mais tu vas nous le confirmer. Ton modèle a été cité par tes confrères, alors comme innovant, et c'est vrai que vous avez été les nouveaux entrants, vous ne l'êtes plus, il y a d'autres acteurs, mais vous n'êtes pas les derniers entrants. Vous avez été innovants, vous avez été très digitaux, et on vous considérait comme les plus à l'avance en la matière. Aujourd'hui, on entend Stéphane qui dit moi, je pense que je fais partie des plus digitaux. Ton regard aujourd'hui sur ces nouveaux entrants qui ont suivi les réseaux de mandataires dans la chronologie, est-ce que tu penses qu'ils apportent un autre modèle, comme vous avez apporté un autre modèle, et est-ce que vous-même, vous considérez avoir pris des parts de marché ou avoir élargi le marché de l'intermédiation et du recours à des professionnels de la transaction? Oui, merci Henri. Donc pour les chiffres, hein, c'est 15 000 entrepreneurs en Europe et 14 000 en France. Je te vois pas assez souvent, on ne se parle pas assez souvent, voilà, ça va très vite. Et donc mon premier mot, il va pour Frédéric et Nicolas en disant bravo d'entreprendre, bravo d'oser et bravo de créer. Hein, nous, on ne peut être que satisfaits et féliciter ceux qui tentent, ceux qui osent et ceux qui créent des entreprises. Donc c'est déjà un premier point. Bravo à vous deux. Aujourd'hui, mais Stéphane l'a dit tout à l'heure, hein, vous l'avez vu, on est à 1 200 000 transactions hein, sur les 12 derniers mois et 400 000 environ se sont faites de particulier à particulier. Donc aujourd'hui, que Nicolas et Frédéric aient envie de prendre une part de ce marché en disant mais si je vais chercher 10, 15, 20% de ce marché de PAP, ça paraît honorable. La façon dont ils vont le faire, est-ce que ça marchera? Est-ce que ça n'a pas la bonne valeur? Moi, j'ai juste un mot à dire, c'est les clients qui vont le décider. C'est les clients qui vont trancher. Et Stéphane l'a dit, il y a 13 ans, on décriait les réseaux de mandataires parce que par crainte, on verra, j'en parlais tout à l'heure, par le côté disruptif. Aujourd'hui, il y a c'est plus de 50 000 transactions l'année dernière. Et donc, aujourd'hui, je souhaite aux agences de papa d'aller prendre 50 000 transactions sur les 400 000 que nous, les professionnels, on ne fait pas là-dessus. Aujourd'hui, mon premier propos, c'est de dire encourageons les agences de papa à aller professionnaliser, à faire le maximum de transactions par des professionnels. La valeur du service qu'ils proposent, la chaîne de valeur qu'ils ont construite, attendons 2, 3, 4, 5 ans pour voir si les Français valident ou pas ce modèle. Et je pense que c'est ça le seul juge de paix. Par rapport à ta question, Henri, et c'est vrai, Stéphane l'a très bien dit, nous, on a, je dirais presque là, Nicolas et Frédéric arrivent en bougeant un peu les codes d'un marché déjà établi. Et je partage que PAP est très, très proche du modèle. Alors, sincèrement, on n'a pas regardé dans le détail, mais ils apportent sûrement d'autres services. Nous, quand on a créé, et quand je dis nous, hein, c'est l'ensemble des réseaux de mandataires, on a disrupté le marché. Hein. C'est-à-dire que c'était un marché qui était, je dirais presque atone, mais atone au sens routinier des agences, des négociateurs. On est arrivé en disant on ne veut plus d'agences. On va baisser les honoraires. On va en rendre aux clients. On va créer des fonds de commerce pour nos indépendants qui vont être propriétaires de leur fonds de commerce plutôt que d'être des salariés ou des agents co attachés à des porteurs de cartes dans les agences. Ce qu'on a qualifié de pyramidal, je crois que vous n'aimez pas le mot, vous le niez, mais bon, on comprend ce que tu viens de dire. Non, on n'y pas, c'est ce qu'on dit qu'aujourd'hui, toute entreprise est pyramidale. Je pense que Stéphane, il est en haut de la pyramide et sous lui, il a pas mal de monde. Donc aujourd'hui, toute entreprise est pyramidale. Ce qu'on dénonce, c'est le concept pyramidal. Parce que nous, on est dans un concept de marketing de réseau. Et la vraie différence, c'est qu'on fait des vraies transactions. Et quand je dis qu'on fait 50 000 ventes, il se passe des choses. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nos mandataires ne se développent pas pour le plaisir. Et si on est 15 000 et si malheureusement, le mois prochain, il n'y a aucune transaction, il n'y aura aucune rémunération. Donc, on est sur un concept de marketing de réseau. Donc, on a quelque part, je dirais, par rapport à ce que dit Stéphane, c'est vrai que les réseaux mandataires ont disrupté le marché en étant de ce qu'on appelle des game changers. Et si je peux jouer un peu ce petit jeu de mots, je dirais que Frédéric et Nicolas sont plutôt des transformeurs de marché. Ils n'ont pas disrupté le marché, mais ils apportent une nouvelle chaîne de valeur. Et moi, je leur souhaite de réussir là-dessus. Sur la partie digitale, il y a un point qui est essentiel. Nous, on n'a jamais mis le digital au cœur de nos entreprises. Au cœur de l'entreprise, c'est l'humain. Ce sont les négociateurs qui vont dans des secteurs où les agences n'allaient plus ou ne vont plus. Parce que le modèle économique ne leur permet pas. Aujourd'hui, quand on a une agence, des droits d'entrée, un loyer, des frais fixes, aujourd'hui, sur des bassins à 3 000, 4 000 personnes, c'est difficile de vivre. Donc aujourd'hui, on a disrupté le marché en permettant à des Français d'avoir accès au full service, parce que nous, on est full service, on démarre, on prend toute la chaîne, et en le faisant sur un modèle léger,
on a permis à des Français d'avoir accès à des prestations qu'ils n'avaient pas, puisque les agences traditionnelles ne pouvaient pas y aller. Donc nous, on ne s'est jamais décrit comme étant un modèle de concept digital. Le digital est au service de la réussite des hommes et des femmes dans la transaction entre des hommes et des femmes. Et aujourd'hui, je vois, mais Nicolas et Frédéric pourront le dire après, je pense qu'ils sont plutôt, eux, très orientés digital, en disant que c'est le digital, la data, je pense, mais nous continuerons peut-être, qui est au cœur de leur modèle. Donc, je dirais plutôt ça, Henri, par rapport à ta question. Aujourd'hui, vous allez-vous loin dans le service, mais par définition, les agents commerciaux, qui sont les forces vives de ton réseau et des autres, ne peuvent pas faire signer les avant-contrats ni encaisser l'indemnité d'immobilisation. Donc, c'est un service que vous n'apportez pas ou vous l'apportez par la tête de réseau? Non, mais aujourd'hui, quand tu parles des compromis, tu es d'accord? Oui, tout à fait. Compromis ou promesse, oui. Aujourd'hui, moi, ce que je dis très souvent, il y a 13 ans, ça a été vu comme étant un frein en disant vous ne signez pas les compromis. Et aujourd'hui, sincèrement, quand on annonce à un client que c'est un notaire qui va signer le compromis, c'est un gage de sécurité. Sincèrement, quand nos agents disent à leurs clients le compromis va être signé par un notaire, en France en tout cas, le notaire qui est une personne qui est reconnue, légitime et respectée, c'est un gage de sécurité, un gage de confiance. Et je vais le dire encore, et là, sans animosité, c'est presque plus sécure peut-être qu'une agence, et je ne veux pas lancer le débat, une agence qui déposerait le bilan est quelque part moins sécure qu'un notaire. Donc au départ, c'était vu comme un frein il y a 13 ans. Sincèrement, aujourd'hui, le fait de faire signer les compromis chez le notaire, c'est presque une sécurité et c'est vu comme un plus par les clients. Et ensuite, nous, derrière, on continue. C'est-à-dire que par rapport à la chaîne de valeur de Nicolas et Frédéric qui s'arrête, si j'ai bien compris, qui s'arrête au compromis, nous, on va jusqu'au bout. C'est-à-dire qu'on accompagne, remise des clés, litige parfois. Parfois, il peut en arriver à la prise de possession du bien. Bien sûr. Nous, on est sur un accompagnement. Nous, on a souhaité conserver l'accompagnement total que font encore les agences classiques. On a juste voulu changer le business model pour partir plus léger et permettre de redistribuer la valeur à la fois à nos mandataires, puisque aujourd'hui, un agent co en moyenne, mais là, je laisse répondre plutôt Stéphane notamment et Christian, c'est de l'ordre de 40 à 45% de commission. Nous, on est à 70, voire 82%. Pourquoi? Et ce n'est pas parce qu'on est plus généreux que les autres réseaux vitrés, c'est qu'on a un modèle qui nous permet de redistribuer de la valeur ajoutée. Plus de valeur. Voilà. Bien sûr. Très clair en tout cas sur le choix de signer chez notaire et les vertus que tu lui prêtes. Sur la valorisation, après je vais revenir vers nos deux autres invités. Vous êtes vous-même, tout à l'heure, je crois que c'est Christian qui le disait, probablement la première licorne française de l'immobilier. On entend une valorisation de milliards, de 100 millions, enfin, bon, peu importe, en tout cas des chiffres extrêmement loin, là encore, des valorisations, y compris des plus belles agences immobilières intégrées et des services intégrés. Si on prend les leaders de l'administration de biens qui ont aussi une grosse activité en transactions, Foncia, Citia, les niveaux de valorisation de la partie transaction ne sont pas les mêmes. Qu'est-ce qu'on valorise? Je vais retourner vers eux sur la question des data aussi. Qu'est-ce qu'on valorise dans un réseau de mandataires aujourd'hui? Qu'est-ce qui fait, lorsque vous voulez lever des fonds, faire entrer de gros investisseurs actionnaires dans vos tours de table, qu'est-ce qui fait votre reconnaissance financière économique? Aujourd'hui, Henri, il y a plusieurs réponses. La première, je vais faire un parallèle. Et Christian l'a très bien dit, faisons confiance quand même à ces investisseurs, à ces grands fonds qui réfléchissent quand même, qui prennent du temps avant d'investir dans nos entreprises. Et donc, on ne peut pas balayer ça d'un revers de main en disant c'est n'importe quoi. C'est réfléchi, c'est petit, donc faisons leur confiance. Faisons un parallèle. Comparons la valorisation de Carrefour et d'Amazon, par exemple. Pourquoi les entreprises digitales, pourquoi les entreprises digitalisées ont des valorisations plus fortes que les entreprises physiques? Oui, je pense qu'avant la data, c'est l'accélération du business. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, et Stéphane l'a très bien dit, on est en globalement 13 ans, les réseaux mandataires font 20% du marché de la transaction. 20%. Pourquoi? Parce qu'il y a une notion de proximité. De la transaction intermédiaire. De la transaction intermédiaire, exactement. Donc, de la transaction intermédiaire. Qu'est-ce qui est d'abord valorisé? C'est la proximité, la performance. C'est aujourd'hui, la proximité qui fait aujourd'hui le développement du chiffre d'affaires fait la valorisation. La data arrive bien après. C'est qu'aujourd'hui, ce qui est valorisé et ce qui est mis en exergue, c'est à la fois la performance en termes de chiffre d'affaires, l'accélération des parts de marché et ensuite la valorisation d'un modèle qui donne la part à des indépendants
qui rentre dans un modèle de liberté, d'autonomie de chef d'entreprise qui est dans une tendance lourde aujourd'hui des attentes des Français et des Françaises et dans d'autres pays. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quelque part, il y a une opposition, il suffit de le regarder, hein, ce n'est pas un secret, tout le monde connaît la transaction de Century qui s'est faite à moins de 100 millions d'euros pour presque 1000 agences. Quand on la compare à nos valorisations, aujourd'hui, les investisseurs regardent de façon très, très claire la progression, la prise de marché, le potentiel de marché encore à prendre, et la data arrive bien après. Donc, je dirais en résumé 3 choses. Proximité, réseau d'indépendants d'entrepreneurs attachés à l'enfant de commerce, quelque part, je vais le dire un peu peut-être plus performant, en tout cas avec un esprit de conquérant qui est l'entreprise supérieur à un modèle de salariat. Et en 3e élément, la data. C'est très clair et tu m'as devancé parce que je voulais te faire comparer aussi au modèle de valorisation des franchises. Tout ça est tout à fait complet. Je t'en remercie. Je reviens à ce stade vers Nicolas et Frédéric. Alors, pour qu'ils réagissent, vous avez dit beaucoup de choses et je vous remercie de manière très dépassionnée. Je remercie chacun d'entre vous. Comment réagissez-vous à ce qui vient d'être dit? Il y a des choses qui vont dans votre sens, enfin qui prennent acte de ce que vous voulez faire, qui disent aussi, c'est le propos d'Olivier, il faut attendre un peu pour voir la réussite d'une entreprise. Je pense que vous n'en disconviendrez pas. Et encore une fois, chacun vous a souhaité la plus grande réussite, mais il faut un peu de temps. Sur certains points très, très, très pratiques, très techniques, comment vous réagirez? Et l'histoire de la valorisation. Vous êtes, je crois, valorisé, peu importe les chiffres, enfin j'ai en tête 245 millions d'euros. Bon, en effet, pour aujourd'hui, un chiffre d'affaires qui est extrêmement bas. Qu'est-ce qui est valorisé? La description d'Olivier pour le modèle des mandataires est parfaite, avec une grande clarté en tout cas. Si vous voulez répondre avec autant de clarté à la même question, qu'est-ce que vous pouvez dire? Avec une transparence totale, hein, ça a été très bien d'ailleurs commenté juste avant. C'est très simple. Déjà, aujourd'hui, on est coté en bourse, on est sur un marché où depuis le début de notre introduction en bourse, en tout cas sur ce marché, on est une des sociétés qui a sur Euronext, c'est ça? Sur Euronext Access Plus. Voilà. Et par rapport à ce marché, qui est une première étape, on est une des sociétés qui, depuis son entrée, a fait le plus de volume. Donc, il y avait quelque part aussi la nature a horreur du vide. Si vous regardez sur Euronext Paris, il n'y a pas une seule agence immobilière cotée. Il y a des promoteurs qui sont cotés. Mais par contre, nous étions aujourd'hui la première agence IMO cotée avec des ambitions dans le digital. Donc, on est sur un marché aussi d'anticipation. On est sur un nouveau business model. Et tout ça, ça a été validé par des investisseurs de qualité et de référence. Donc, c'est exactement ce qu'a dit Olivier juste avant. Quand il y a des fonds qui s'intéressent à une société et des investisseurs importants qui s'intéressent à une société, c'est que quelque part, derrière, il y a un vrai potentiel. Et moi, je vais vous donner un exemple très simple. L'équation sur laquelle, quelque part, avec Nicolas, on a un petit peu bâti le début de l'entreprise. C'est une équation toute simple. On est parti du principe, avant même de construire notre modèle, de regarder un petit peu, de parler un petit peu de l'avenir et de se projeter, de se dire, mais dans les 6 ans qui viennent, si aujourd'hui on achète un appartement à 300 000 euros net vendeur, qu'on rajoute 20 000 euros de frais d'acte, qu'on rajoute 20 000 euros de frais d'agence immobilière, on est à 340 000 euros. Et si toutefois, dans les 6 ans, on veut évoluer, changer ou repasser par une agence immobilière pour tout simplement acheter une pièce en plus, on repaye encore 20 000 euros. Donc, ça veut dire qu'un appartement net vendeur, en l'espace de 6 ans, aujourd'hui, il va passer de 300 000 euros à 360 000 euros. Je ne compte même pas les frais de notaire, d'acte, excusez-moi, à la revente. Donc, quelque part, on a été convaincu sur juste ce petit calcul que quelque part, ça ne pourrait pas tenir une hausse. Le marché, les gens ont besoin de fluidité. En général, quand on achète à 33 ans un appartement, 7 ans après, on revend. C'est la moyenne. Je ne sais pas si quelqu'un pourrait… en tout cas, c'est des statistiques qu'on a qui sont très claires. Oui. Et c'est amené même à descendre. On est plus entre 5 et 6 aujourd'hui. Donc, comment avec une hausse de 20%, récupérer ne serait-ce que son apport pour avoir plus de mobilité? On n'y croit pas. Voilà la raison pour laquelle on a essayé de trouver un système pour baisser les frais.
Et on essaye de le faire le mieux possible parce qu'aujourd'hui, on pense que dans le temps, ça ne tiendra pas. C'est aussi peut-être qui explique aussi les valorisations des réseaux qui se sont vendus, des master franchises. Vous avez évoqué un prix de moins de 100 millions. C'est peut-être aussi une raison pour laquelle le marché ne la valorise pas. C'est difficile de faire de l'equity sur ces systèmes-là. D'ailleurs, c'est coté aux États-Unis. C'est des master franchises finalement. Nous, aujourd'hui, en tout cas, on est coté. Quand on fait des levées de fonds, ça va très vite. Notre dernière levée de fonds, en quelques jours, ça s'est bouclé. Et on sait qu'aujourd'hui, quelque part, c'est une force aussi pour une entreprise de pouvoir lever facilement des fonds Bien sûr. sur un nouveau marché, sur un nouveau modèle. Donc, je pense que cet ensemble fait qu'aujourd'hui, ce n'est pas un multiple du chiffre d'affaires. Il y a des sociétés qui n'avaient pas du tout de business model, d'ailleurs aux États-Unis, comme Snapchat, qui a valu plus de 20 milliards d'euros et qui ne faisait aucun chiffre d'affaires. Il y a des sociétés cotées qui ne font pas de chiffre d'affaires, mais on achète le potentiel. Vous comprenez que ça puisse choquer. Je vous pose la question très, très simplement. Alors, quand je dis choquer, c'est pas au plan éthique. Voilà, la réussite entrepreneuriale, tant mieux si elle rapporte beaucoup, mais que ceux qui sont sur d'autres modèles de valorisation s'interrogent. Vous pouvez le comprendre parce que les codes, les équations ne sont pas les mêmes, quoi. Oui, mais après, je pense que plutôt, pour répondre justement à un commentaire tout à l'heure de M. Fritz qui fait appeler 60 fois, chez nous on appelle mystère, plutôt que s'interroger sur notre valorisation, il faudrait peut-être mieux s'interroger à comment y arriver en modélisant peut-être mieux pour être mieux valorisé. En tout cas, nous, on l'est. On ne va pas faire appeler chez les concurrents, etc., pour faire des appels mystères 60 fois dans la journée ou prétendre qu'un agent immobilier est un psychologue qui accompagne ses clients. Et d'ailleurs, on a une société qui fait les appels mystères justement parce que notre objectif, c'est vraiment le service client, c'est la clé du succès. Ça, on est complètement d'accord avec tout le monde, même avec Olivier. Et ça, on est complètement d'accord. Et on le fait nous-mêmes. Donc, sur les data, je les évoquais parce qu'on pense naturellement aujourd'hui, pour beaucoup d'entreprises immobilières d'ailleurs, on y pense aussi pour l'administration de biens, mais qui était déjà valorisée, on pense à cette richesse attachée à la connaissance des clients. Vous le disiez tout à l'heure, on fait en effet plutôt 6 ou 7 ou 8 transactions dans une vie, là où on en faisait 2 ou 3. Bon, donc ça a changé. On peut effectivement servir plusieurs fois un client. Ce qu'on disait du one-shot, la transaction c'est du one-shot, ça n'est plus le cas. On peut aujourd'hui avoir une vraie clientèle et une régularité de service. Est-ce que les datas sont aussi un élément de la richesse qui est valorisé chez vous, que vos investisseurs considèrent avoir de la valeur? Alors, tout à fait. Est-ce que vous en faites quelque chose de ces datas? Est-ce que d'ailleurs, vous imaginez, avec ces datas, faire élargir vous diversifier, peut-être faire de la location, je ne sais pas. Alors, on va être très clair sur la data. C'est un relais de croissance pour l'avenir parce que la data, c'est l'avenir. Maintenant, il faut le faire. On a une éthique dans la société. Il faut le faire d'un point de vue équitable. Nous n'avons pas vendu une seule data depuis l'ouverture des agences de papa pour la simple et bonne raison. On souhaite que ce soit la demande du client. À partir du moment où on va proposer des offres de services, parce que c'est notre objectif, et à partir du moment où on va le faire avec les bons partenaires, ça sera à la demande du client. Et l'objectif, ce n'est pas de vendre le nom d'un client. Moi, personnellement, je trouve que ce n'est pas équitable, ce n'est pas fair play vis-à-vis de la clientèle, et il ne faut pas le faire. D'accord. Mais on peut, sans vendre le nom d'un client, oui, je vous parlais de diversification, par exemple en location ou en gestion. Pourquoi pas une donnée, vous avez un vendeur, il est propriétaire d'un bien, vous avez contribué à sa cession, il peut en avoir un deuxième, un troisième, il peut vouloir être locataire par ailleurs. L'exploitation, bon sens du terme, des informations que vous avez sur votre base client. Est-ce que ça, vous considérez que ça a une valeur qui est aujourd'hui peut-être trop ignorée par ceux qui font le métier d'une autre façon que vous, mais qui font le métier de la transaction? C'est pour ça qu'il ne faut pas se méprendre sur le digital. Quand on parle de parcours client dans le digital, la data en fait partie. Le tout, c'est aujourd'hui les choses sur lesquelles on a travaillé. Pourquoi aussi on peut se permettre de dire qu'on est avancé là-dessus, c'est de savoir le proposer au bon moment.
au bon moment de la transaction et de façon automatisée, mais que ce soit pour le client, tout simplement que ce soit à la fois à la demande du client. Il ne faut pas mettre du service pour du service ou vendre, comme on le disait tout à l'heure, ou proposer plusieurs assurances ou plusieurs crédits. L'objectif, c'est vraiment de pouvoir travailler à la demande du client et d'avoir l'offre servicielle en face. C'est clair. Diversification, vous ne m'avez pas répondu, c'est pas obligé, hein, mais est-ce que vous allez faire, ne serait-ce que l'autre métier de la transaction, la location par exemple? Est-ce que c'est dans vos perspectives? Bon, ça, on l'a communiqué. Ça va être visible sur notre site bientôt. Et il y aura aussi une campagne de communication derrière qui va justement communiquer sur ça. Avec un modèle comparable, c'est-à-dire, je reviendrai tout à l'heure vers Stéphane, mais aussi vers Olivier sur la facturation. Avec un modèle de facturation disruptif, on va dire, en location aussi? C'est notre ADN de faire quelque chose de différent en tout cas de proposer quelque chose de différent que les autres. Donc, on va chercher là aussi de faire quelque chose de disruptif. Après, en étant société cotée, on ne peut pas dévoiler les choses avant de dévoiler au marché. Donc, c'est quelque chose que ça va être public et communiqué en même temps que tout le marché. Mais avec une offre, en effet, exactement. Voilà, en effet, avec une offre, on l'avait écrit, qui va casser les codes et qui va permettre justement toujours dans le même esprit, donner un petit peu plus de pouvoir d'achat aux locataires qu'ils puissent accéder plus facilement à un appartement et forcément avec moins de frais. Déjà, ça a été réduit avec un mois simplement de caution, c'est très bien. Mais il y a également les frais d'agence à payer d'avance, plus le mois de loyer d'avance. Et parfois, pour des foyers, ça fait beaucoup. Et pour nous, on estime que c'est potentiellement pour la suite des futurs acquéreurs, des futurs acheteurs. Donc, le but, c'est d'être là dès le départ. Voilà. Parfait. Je reviens vers Stéphane sur la question de la valorisation. Alors, tout à l'heure, il a été cité par Olivier, l'un de tes grands confrères franchiseurs, Century 21. Vous êtes d'ailleurs dans le même giron aujourd'hui, hein. Mais il n'y a pas eu la transaction sur Guy Hockey est plus ancienne, elle a eu lieu et en tout cas la question de la valorisation d'une franchise se pose. Ton regard aujourd'hui sur cette valorisation, est-ce que tu dis que vous pourriez aussi profiter, je pose la question au franchiseur que tu es, j'ai interrogé Christian tout à l'heure, qui a un autre modèle, est-ce que vous pourriez profiter aussi de cette autre façon de regarder le métier de transactionnaire, d'agent immobilier, et de le valoriser? La valorisation, peut-être réagir à d'autres sujets. La valorisation stratosphérique dont fait état aujourd'hui Christian sur les agences de papa, aujourd'hui, non, je n'ai pas envie de participer, je considère ça comme une bulle. Aujourd'hui, les valorisations, il y a plusieurs moyens de valoriser. Déjà, j'ai fait ce métier pendant longtemps, de la vente de commerce ou même de société. Et puis, j'ai dirigé, avant de prendre la présidence du groupe, 4 ans le service développement qui a vendu beaucoup d'agences. Donc, en 5 ans, près de 200 agences que nous avons vendues. Donc, concentrons-nous sur notre métier. La valorisation d'une agence, elle se fait soit par son EBE, comme l'a dit Christian, l'excédent brut d'exploitation, la richesse que produit l'entreprise d'abord, ou alors sur son chiffre d'affaires avec des coefficients. Et ces coefficients, ils sont doublement valorisés, on va dire pour la gestion de x,5, pour la transaction 0,30, pour prendre que ces deux excès-là. Pourquoi? Oui, voilà. Et ensuite, je parlerai de master franchise. Pourquoi? Ouais. Uniquement par de la récurrence ou de la conquête. La transaction, c'est de la conquête. Du jour au lendemain, vous pouvez racheter quelque chose, l'équipe se barre. C'est compliqué, donc c'est de la conquête. Donc forcément, il y a un risque qui est pris en compte dans la valorisation. Et ça vaut 0,30 et c'est à peu près le marché qui se passe aujourd'hui. Moi, depuis 5 ans, on vend des agences qui vont de 200 000 euros à 1,8 million, 2 millions aujourd'hui. Et à chaque fois, la transaction est prise pour 0,30 parce que c'est de la conquête. Ensuite, qu'est-ce qui est acheté très cher en gestion? C'est de la récurrence. C'est de la récurrence avec un taux de réengagement des clients. Et c'est de la récurrence, ça vaut 2,5 fois. Et s'agissant aujourd'hui des masters franchisés dont vous parlez, ça tombe bien, j'appartiens à un groupe qui a acheté ces 6 dernières années 3 grands groupes, aujourd'hui, que ce soit La Forêt en 2017, 2019 Guy Hockey, et toujours sur le même modèle de 10 fois environ, selon les saisons, entre 8 et 12 fois les bidas. Les bidas, c'est-à-dire qu'on a 95 à 96% de taux de renouvellement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les entreprises sont en croissance et donc c'est une valeur propre. C'est-à-dire qu'en 10 ans, ça se paye. Globalement, ça se paye. Ou en 7 ans, ça se paye. C'est équilibré, c'est une valorisation, à mon sens, équilibrée.
Voilà. Aujourd'hui, la valorisation dont on parle, et donc il y a un troisième, et Olivier l'a très bien cité, c'est la data. Aujourd'hui, la data, il faut déjà l'avoir dans un premier temps. Et on ne peut pas se comparer ni à Snapchat ni à Amazon aujourd'hui. Dans l'immobilier, évidemment, je vous souhaite de réussir à tous les deux. Évidemment, je vous souhaite de réussir parce qu'encore une fois, Olivier l'a très bien dit, il y a 400 000 ou 500 000 transactions qui sont faites de gré à gré. Et si vous pouviez aller dedans pour pouvoir offrir aux Français quelque chose de mieux, évidemment, je vous le souhaite. Par contre, et là, c'est mon droit, je n'y crois pas. C'est ce que je vous dis, ça a été testé. Non, mais je n'y crois pas. Et cette bien sûr. survalorisation, pour le coup, elle m'inquiète. Elle m'inquiète parce que si c'est réellement d'une cotation en bourse et qu'un petit épargnant y a accès, j'aimerais d'abord, avant de dire que Snapchat a été acheté, ça faisait 0 de chiffre, moi, je mettrais un billet dessus le jour où ça fera un peu de chiffre. Et encore, je vous le souhaite. Non, mais voilà, mais tu m'as entendu demander à Frédéric et Nicolas s'ils étaient choqués que cette valorisation puisse se surprendre. Bon, ils n'ont pas répondu par un négatif. Maintenant, ils ont expliqué et défendu leur modèle. Les entrepreneurs, c'est ce qu'on attend d'eux, ils l'ont fait et tes propos sont très clairs aussi. Olivier, je reviens vers toi sur la question de la facturation. Tu as dit tout à l'heure, quand on est arrivé, nous, les réseaux de mandataires, IAD notamment, et vous n'étiez pas les premiers d'ailleurs, c'est vrai, c'est Stéphane tout à l'heure qui parlait de Capifrance, hein, qui a été pionnier ou quasiment. IAD est arrivé après, mais c'est aujourd'hui le leader de ce modèle. Sur la facturation, quand vous êtes arrivé, vous avez dit, vous, collectivement, on va redistribuer la richesse différemment. On n'a pas d'agence, on n'a pas de boutique. On va faire profiter le négociateur d'une meilleure rétribution. Tu as cité les chiffres tout à l'heure, par différence avec une agence, on va dire, classique. Et puis, on va en faire profiter le client avec des honoraires plutôt moindres. Ce discours, on l'a entendu. J'entends un peu moins aujourd'hui. Quel est ton avis sur le sujet? Et est-ce que tu penses, j'ai posé la question à tes confrères tout à l'heure, qu'il y a un sujet? Stéphane a répondu très précisément, il dit non, il n'y a pas de sujet, nous on met du service et ça vaut ça et ça pourra même valoir plus. Ton regard sur la facturation et sur l'accessibilité économique du service professionnel? Mais il y a un sujet d'honoraires, clairement, il y a un sujet. Mais pour pouvoir rendre des honoraires, il faut que tu le prennes sur la rupture de ton business model. Nous, aujourd'hui, ce qu'on a, soit tu le fais, nous, on l'a fait sur la rupture du business model. Frédéric et Nicolas le font sur la réduction de la chaîne de valeur. Hein, c'est-à-dire, je ne peux pas, ils prennent le pari de dire que certains Français ne vont pas avoir besoin du full accompagnement et ils se disent, nous, pour 2 000 €, nous allons vous accompagner que sur une partie du chemin. C'est leur pari, hein, si j'ai bien compris, c'est leur pari. Et le reste va se faire tout seul. Nous, on a décidé de garder l'ensemble de l'accompagnement, de baisser nos frais fixes et de rendre à nos mandataires et de rendre aux acquéreurs et aux vendeurs une partie dans les honoraires. Tout à l'heure, Stéphane annonçait 10 000. Nous, on peut vous annoncer qu'on est à 7 200. Donc, on est toujours positionné de l'ordre de 25% de moins que les agences vitrées, en moyenne en France. Alors, évidemment, ça peut varier, mais c'est la moyenne. Nous, aujourd'hui, on est de l'ordre de 20 à 25%. Vous dites vitré. Tout à l'heure, on disait classique, on cherche le bon mot. Vous dites mais ça, c'est pour sourire. C'est pour sourire. Voilà, on se comprend sur la différence. Il y a un grand écart qui va de vitré, ancien monde. Nous, on préfère dire vitré. Voilà. Vitré, au moins, c'est clair. Ancien monde, ça, on va le bannir. Ça ne plaira pas aux intéressés. Non, c'est pour ça que je dis, moi, effectivement, toi, tu dis vitré. Voilà. Tu dis en tout cas, effectivement. Alors, vous, chez IAD, est-ce que c'est le cas, tu connais bien tes confrères, de tous? Est-ce que ce modèle, il induit chez toutes les enseignes, notamment les plus importantes qu'on connaît bien, une baisse de l'ordre de 20 à 25% par rapport au marché des honoraires de l'agent immobilier? Je pense que oui, je ne l'ai pas dans le détail. En tout cas, si on ne maintient pas ça, on tue la promesse originelle. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand tu viens voir un consommateur, un client, en lui disant « je n'ai plus d'agence », c'est un peu comme si Nicolas Frédéric, demain, passait à 5 000 € pour faire la moitié du boulot, quoi. Mais ce n'est pas compréhensible. Nous, on n'a pas d'agence, on vient chez vous, on travaille de la maison, voilà. Une cohérence. Si on ne le rend pas, on est incohérent et on trahit finalement la promesse du modèle de départ, qui est de dire moins de frais et voyageurs légers pour que nos entrepreneurs gagnent mieux leur vie et que vous, en tant que client, vous ayez moins d'honoraires. Si on ne tient pas ça, on trahit la promesse d'origine.
Christian, je reviens vers toi sur Henri, j'avais une question. Non, je t'en prie. J'avais juste levé la main. Je n'ai pas compris tout à l'heure, c'est juste une question pour Nicolas et Frédéric. Je n'ai pas compris quand Stéphane a dit que vous n'avez pas la carte IMO, ça voulait dire quoi? Je n'ai pas entendu votre réponse. Alors effectivement, j'ai entendu de Stéphane qu'il disait que quand on regardait le site, je développe pour Frédéric et Nicolas, quand on regardait votre site, c'est ce que j'ai compris de Stéphane, si je me suis trompé, il le dira, que vous n'étiez pas les porteurs désignés de la carte professionnelle. Voilà. Alors, on va rappeler à Stéphane que dans les agences immobilières, le directeur général peut être détenteur de la carte immobilière. Et en l'occurrence, chez nous, c'est monsieur Claude Lee qui est détenteur de la carte immobilière et qui a toutes les compétences pour avoir la carte. Donc, bien sûr, nous avons une carte d'agent immobilier, c'est clair. Bien sûr, nous avons tout ça. Et en effet, c'est comme dans toute agence immobilière. Voilà, sans quoi nous on n'aurait pas pu avoir de carte, etc. Donc, c'est aussi simple que ça. Nous avons donc, la société, on va dire, la société est titulaire de la carte en la personne du directeur général que vous avez. Du directeur général qui est salarié de la société. Tout à fait, exactement. Donc, il n'y a pas de vêtements, il n'y a pas de location. Non, mais c'est simplement que c'est lui qui gère nos équipes. C'est ce qu'avait dit Stéphane. Voilà, tout à fait. Et je voulais juste revenir sur une chose, sur la. Oui, bien sûr. Excusez-moi, par rapport à tout à l'heure, par rapport à l'intervention de M. Fritz, par rapport à toujours sur le même sujet de la valorisation ou les capitalisation boursière, c'est déjà deux choses différentes. Hein. Et je pense, j'ai l'impression d'entendre quelque chose du XXe siècle par rapport au calcul de valorisation. Si on part aujourd'hui, le modèle de franchise, c'était peut-être le modèle d'hier. Il faut se poser aussi cette question quand on voit les plateformes qui ont fonctionné au niveau international. On parle de plateformes comme Uber, qui perd 8 milliards par an et qui a une capitalisation boursière de 100 milliards de dollars. Amazon fonctionne en termes de plateforme. Airbnb est un exemple très simple où finalement ils ont permis en termes de services de mettre en relation le particulier avec tout simplement un loueur. Et c'est un modèle qui est scalable, qui est sous forme de plateforme et qui fonctionne partout dans le monde et qui est également coté en bourse une centaine de milliards d'euros. Donc le multiple ne s'applique pas. On entend vos références. Voilà, c'est juste on entend vos références et bien sûr. Une question. Il faut bien dire que c'est une capitalisation boursière. Hein. Oui, bien sûr. Alors, j'utilisais le mot valorisation. En effet, si on veut être précis, c'est une capitalisation boursière. Vous m'accorderez que c'est aussi une forme de valorisation. Quoi, hein. Bon, voilà. Et on a vu des sociétés, enfin, il m'a été donné d'en coter une, de contribuer à la cotation d'une il y a quelques années, elle s'est vendue sa capitalisation boursière. Donc, quelquefois, ça peut correspondre. Tout à fait. Bon, voilà. Et encore une fois, on vous le souhaite à ce niveau-là, pourquoi pas. Une question qui m'est posée, alors on peut en sourire, mais c'est une vraie question. Tout à l'heure, je vous disais d'où vient le nom. Alors, vous avez parlé de l'origine de papa, c'est très clair. Le mot agence ne vous gêne pas, alors même que vous voulez, oui, je dirais, disrupter ce modèle-là. Vous ne le méprisez pas, je n'ai pas du tout entendu ça. Je tiens à le dire. Mais ce mot ne vous gêne pas? C'est un clin d'œil? Vous dites. Non, ce n'est pas un clin d'œil, pas du tout. Pas du tout. En fait, le mot agence est au cœur du sujet. Nous ne faisons pas du tout le même travail que PAP. Tout à l'heure, ça a été mis en tout cas sur la table. Nous sommes payés au résultat. PAP, on paye d'avance. Donc, on n'a pas. C'est une différence. C'est pas du success fees. Donc, quelque part, on est payé au résultat. Nous organisons les visites à la demande du client. Nous diffusons son bien immobilier sur l'ensemble des sites immobiliers, que ce soit Le Bon Coin, Se Loger, Le Figaro. Oui. On le fait sur notre site avec une forte visibilité parce qu'on est quand même, on atteint des pics journaliers quand même entre 30 et 35 000 visiteurs. Ça nous arrive souvent. Donc, quelque part, c'est un vrai plus pour le client, sur les réseaux sociaux également. Et on s'occupe de toute la composition des dossiers qu'on transmet au notaire. Donc, tout à l'heure, ça a été dit très justement, il y a seulement 15% des agences, finalement, qui vont rédiger le compromis et aller faire
le séquestre. Et justement, je vais te répondre tout à l'heure par rapport à l'intervention d'Olivier. Oui, nous allons jusqu'à la vente, parce que quand bien même nous transmettons tous les éléments au notaire pour la rédaction de l'acte, nous accompagnons nos clients jusqu'à la vente. Et d'ailleurs, vous pouvez le voir, c'est affiché sur nos réseaux sociaux et les clients l'affichent eux-mêmes avec des panneaux « Merci papa » le jour de la signature, et ils sont rappelés le lendemain de la vente pour être félicités. C'est une boucle dans laquelle nous souhaitons que le client reste, parce que c'est très important que le client continue de nous suivre sur les réseaux sociaux. Donc, on va venir jusqu'au bout. Quand vous dites vous l'accompagnez jusqu'à la vente devant le notaire, hein, nécessairement, c'est un accompagnement, je dirais, digital, où il y a une personne… Ah non, pas digital, il y a de l'humain derrière. Il y a de l'humain, c'est la même personne. Quand vous avez un dossier aux agences de papa, d'accord, il y a un suivi par la même personne. C'est la même personne qui suit votre dossier de A à Z. Jérôme, je veux dire, il n'y a pas une personne qui physiquement accompagne le vendeur chez le notaire, mais il y a on va dire une assistance par une personne qui suit le dossier de bout en bout. D'accord, c'est très clair. C'est logique, hein, on ne pourrait pas à 2 000 € accompagner chaque client. Non, mais c'est très clair. Mais voilà, je vous conduis à bien préciser pour qu'on ne se trompe pas. Christian, sur le niveau des honoraires, parce que je ne t'ai pas fait exprimer là-dessus, bon, je pense que tu revendiques des niveaux d'honoraires comme ceux qui ont été indiqués notamment par Stéphane, mais peut-être que ce n'est pas le cas. Est-ce que tu dis qu'il n'y a pas de problème avec ce niveau d'honoraire et ce calcul d'honoraire qui est indexé sur les prix? Alors, je te pose particulièrement la question à toi parce que tu es présent, Impactimo est un réseau d'une vingtaine d'agences, tu me dis si je me trompe, parisiens et ouest parisiens. Les prix, ils sont très élevés. La progression de ces prix depuis 10 ans est considérable et que là, plus qu'ailleurs, le mode de calcul pourrait être un problème. Voilà, je pose la question, il t'appartient de donner la réponse. Est-ce que pour toi, il y a un sujet là sur le mode de facturation et sur le niveau de facturation? Alors, il est vrai que sur nos bassins d'emploi, depuis une dizaine d'années, on a observé des niveaux de prix qui se sont envolés. Néanmoins, il faut bien admettre que la variable d'ajustement dans une transaction, c'est-à-dire dans ce qui rapproche un client acheteur et un vendeur, c'est toujours l'agent immobilier. Donc, quand au départ, nous avons des grilles de prix qui sont de 3 ou 4% en fonction de la transaction, en général, on finit toujours par se terminer à peu près à 2 ou 2,5% du prix de vente. C'est-à-dire qu'en réalité, même si les prix au mètre carré ont été très, très élevés, notre commission moyenne n'est guère plus élevée qu'aujourd'hui de à peu près 10 000 ou 11 000 € par transaction moyenne. C'est-à-dire qu'en fait, ça n'a pas du tout suivi. Je prends un exemple comme le Valois, qui est un exemple que je connais bien. En 2020, le Valois valait 3 000 €. C'est le berceau d'Impactimo, le Valois. C'est le berceau d'Impactimo, voilà. Le Valois. Ça valait 3 000 €. Ça en vaut pratiquement 10 000 aujourd'hui. Et je ne pense pas, malgré ce que Balkany a fait dans cette ville, qu'on ait doré les murs à leur fin. Je ne pense pas. Donc, ces niveaux de prix ont été très élevés. Je prends des villes comme Clichy également, depuis les changements de municipalité, ou même comme Colombes dans certains endroits, ou Courbevoie ou Asnières, où on est implanté, où on a vu des prix littéralement s'envoler, mais nos honoraires ne se sont pas envolés. Pourquoi? Parce que nous nous adaptons à nos clients. Et qu'évidemment, lorsque on doit rapprocher une offre d'une demande, c'est toujours l'agent immobilier qui fait l'effort. C'est toujours l'agent immobilier. Alors, ça veut dire que, très concrètement, il y a eu on ne le dit pas assez, ça. Si tu le dis, c'est une information précieuse. Il y a eu une érosion en termes de taux au cours des 20 dernières années. Tu as l'ancienneté dans le métier, dans l'entreprise, ça te permet de le dire. On a eu une érosion, c'est-à-dire qu'on était quoi? On était à 6, 7 ou 8%. Là, aujourd'hui, on est à un niveau de pourcentage bien moindre. Je crois qu'il y a des agences qui, aujourd'hui, font panache du low cost. Voilà, en disant, nous, on est low cost, donc c'est pas cher. Mais en réalité, quand tu regardes un petit peu nos tarifs effectifs que nous pratiquons lors des transactions, on est entre 2,5, dans le meilleur des cas, 2,7% sur l'ensemble des transactions. On fait quand même 500 transactions à l'année, ce qui n'est pas rien dans nos secteurs. Et sur l'ensemble de ces 500 transactions sur l'ensemble du réseau, on est entre 2,5 et 2,8% ou 2,7%, ce qui est extrêmement bas. Hein, donc, mais tu vois, c'est le cahier des charges de ces réunions, hein, mais tu d'une grande franchise sur ce sujet-là.
il y a parfois un peu d'omerta de la profession sur le niveau réel des honoraires. Je te remercie de nous éclairer, comme Stéphane l'a fait de son côté, voilà, hein. Et bien sûr, Olivier. Alors, j'aimerais juste revenir sur un point, bien sûr, Henri, si tu permets, parce qu'on a beaucoup parlé de valorisation, de modèles disruptifs, de choses un petit peu nouvelles. On souhaite effectivement toute la réussite à ces entrepreneurs qui ont déjà créé 120 emplois, donc si j'ai bien compris, 120 CDI, donc c'est des emplois, ça veut dire des familles, ça veut dire des logements, ça veut dire de la consommation, ça veut dire plein de choses. Mais dans les modèles économiques que nous portons, les agences dites traditionnelles, nous avons l'idée que, en fait, un collaborateur, lorsqu'il évolue chez nous, dans tous les modèles, il va avoir des aspirations. Et ces aspirations, il faut y répondre, parce qu'on est dans des sociétés où on a besoin de projeter des perspectives à nos collaborateurs. Et que ce soit chez Guy Hockey ou que ce soit même chez IAD, puisque chez IAD, j'ai vu que on est propriétaire de son fonds de commerce, on peut même le revendre. Mais effectivement, dans les agences traditionnelles, que ce soit chez Guy Hockey ou chez Impactimo, nous sommes propriétaires de nos fonds de commerce et la meilleure façon aujourd'hui de transmettre le flambeau, c'est de former des collaborateurs qui demain vont s'installer et porter la marque Impactimo ou peu importe sur des territoires où nous ne sommes pas. Et nous, c'est ce qu'on a décidé de faire il y a quelques années parce que de toutes les façons, c'est un sujet qu'on n'a pas tellement évoqué. Lorsqu'un collaborateur progresse dans nos entreprises, il a des souhaits et ces souhaits peuvent arriver jusqu'à devenir un chef d'entreprise. Et ça, il faut le proposer. Parce qu'on crée de la valeur, on crée des emplois, on crée de la richesse, on va s'installer dans les villes, on vient irriguer avec des commerces de proximité. Et ça, c'est très intéressant pour nous parce que ce sont des choses qui vont permettre de valoriser encore plus, puisqu'on parlait de valorisation tout à l'heure, non seulement la marque, mais aussi la compétence que nous avons en interne. Merci beaucoup. Nicolas et Frédéric, une question, enfin, vous pourrez souhaiter réagir à ce qu'a dit à l'instant Christian, d'autres propos. Une question sur l'efficacité. Vous avez mis en avant, on a parlé du client à l'instant même, de sa capacité à payer ou pas le service, à avoir tel ou tel service, où s'arrête-t-il? Pour faire quelle est votre efficacité à faire une vente? Moi, je suis vendeur. Est-ce que je vais trouver chez vous un acteur efficace, rapide? Ma préoccupation, c'est qu'ils vont bien se vendre à un bon prix et dans de bons délais. Votre expérience, vous donnez des chiffres ou pas, mais j'aime bien les chiffres parce que c'est éclairant. Pour tant de mandats, combien de ventes avez-vous pu réaliser? Est-ce que votre modèle a démontré son efficacité pratique, quoi, hein, à rendre le service à un vendeur? Frédéric, Nicolas? Oui, voilà, on a c'est bon. activé le son. On ne peut pas trop parler de chiffres, vu qu'on doit communiquer les chiffres au marché. Mais oui, on va vous donner des… Vous donnez-nous ceux qui sont publics. Moi, je ne demande pas de ce qui est très simple. Déjà, l'importance pour nous, c'était déjà, sorti du Covid, d'augmenter concrètement notre proposition, d'être force de proposition, donc d'augmenter notre stock de biens immobiliers. Le taux de conversion moyen, voilà, tout à fait. Et le taux de conversion moyen en France, il est connu, hein, sur un mandat simple, c'est en moyenne 30%, et de mémoire, c'est 77% sur un mandat exclusif. Nous pensons qu'avec une force de proposition avec un prix de 2 000 euros, on est parti du principe, potentiellement, on pourra faire au moins l'équivalent. Donc ça, c'est l'équivalent du marché en France, c'est ce qui se passe, c'est les taux de conversion moyens. Donc aujourd'hui, ce qu'on a voulu faire, c'est en tout cas avoir le parcours qui permet aux clients de pouvoir accéder aux biens immobiliers et pouvoir le visiter dans les meilleures conditions possibles, le plus rapidement possible, et d'avoir la meilleure diffusion possible. Et le fait d'être bien vu, le fait d'avoir un appartement qui soit bien vu, qui soit bien mis en avant d'un point de vue marketing, c'est intéressant. Aujourd'hui, en tout cas, on le voit par rapport au flux sur notre site et la visibilité qu'on a, parce qu'on investit beaucoup, en tout cas, en termes de communication. Je pense que vous l'avez vu autant que ce soit pendant l'Euro ou continuellement on ne va pas vous enlever cette force de feu, c'est clair, c'est clair.
Et ça, c'est une force et ça permet au client d'avoir tout simplement à travers cette visibilité, d'avoir son appartement qui est vu, qui est diffusé. Maintenant que cet appartement, il se vende derrière, qu'il le vende lui-même quelque part sur le Bon Coin, qu'il le vende avec un autre acteur, pour nous, l'essentiel, c'est qu'il passe par les agences de papa quelque part et qu'il nous fasse confiance pour le diffuser. Bien sûr. Maintenant, au niveau de la conversion… Vous avez un taux de mandat exclusif important. C'est ce que vous visez, le mandat exclusif, ou pas spécialement? On n'a pas de mandat exclusif, non, pas du du tout. mandat simple. C'est que du mandat simple. Que du mandat simple. On n'a même pas de modèle type de Donc, mandat. le taux de transformation que vous visez, vous disiez, on veut faire aussi bien que le marché, hein, je dis avec mes mots, les fameux 33% en gros de taux de transformation. Oui, c'est ce que j'ai en tête, mais si on se trompe, on a des spécialistes avec nous. Vous dites, on veut en arriver là, quoi. On veut être à ce niveau-là. Tout à fait. On ne pouvait pas y être sur un nouveau modèle, sachant qu'il fallait. C'est un modèle qu'on a construit en 2 ans. L'entreprise a 2 ans. On l'a créé en 2019. Oui, donc, voilà. Donc, il y a encore une marge de progression qui est forte. Et en tout cas, on travaille sur tous nos services. On a beaucoup. Pour ça, je parlais d'appel mystère. On se teste en permanence et on le fait en permanence de façon à améliorer le service. Parce que notre but, c'est pas de nous dire, c'est super, on a lancé une affaire, aujourd'hui elle est connue, elle est cotée en bourse. Non, le but c'est de la développer, de l'optimiser, c'est là qu'on met nos ressources. De proposer toujours des nouveaux services, mais toujours avec efficacité et toujours apporter quelque chose au client. C'est très important. Aujourd'hui, là encore, pas de secret, mais des chiffres publics, mais tout le monde ne les connaît pas. Moi-même, je ne les connais pas tous. Vous avez, au moment où on parle, combien de mandats? Sur quel chiffre communiquez-vous, si Alors, quel est votre objectif? Enfin, voilà. C'est très simple. Là, avant le mois de mars et qu'on commence notre campagne, on était comme toutes les agents dans le digital. On avait un plafond de verre de 250, 300 biens immobiliers. On a multiplié par 10 ce stock en l'espace de quelques mois. Et par rapport à notre premier semestre, il y a si on regarde au mois de mars, on avait à peu près 300 biens immobiliers. Il faut systématiquement un délai, c'est-à-dire le délai de mise en ligne, le délai de vente, on est entre 4 et 6 mois. Donc, il y a vraiment un décalage par rapport à ça. Et on a multiplié, pour vous donner une petite idée, notre stock par 10 en l'espace de 4 mois. Et on a travaillé beaucoup sur la notoriété. Donc, on a une étude aussi qui dit qu'un Français sur 5 nous connaît. Et c'était notre premier objectif de vraiment nous faire connaître. Donc là, aujourd'hui, on a fait une étude Kantar qui est très claire, qui va être publique d'ailleurs, où c'est qu'on arrive juste derrière les groupes Century 21 et Orpi en termes de notoriété avec 5 points d'avance sur le 4e. Donc, quelque part, ça a porté ses fruits. Et nous, notre objectif, c'était déjà de faire connaître la société et le modèle, parce qu'on ne peut pas rentrer quelque part dans une voiture si on ne la voit pas arriver. Donc, le but, c'était d'être sur la ligne d'arrivée à ce niveau-là. Et maintenant, notre objectif, c'est justement de continuer d'améliorer le service client. Bon, et vous n'avez pas pâti, ça c'est un clin d'œil du judoka, vous n'avez pas pâti du fait que Teddy Riner ne soit pas champion olympique, ce qu'il aurait mérité d'être. Bon. Il a embrassé sa médaille. Voilà. Vous savez, quand il y a beaucoup de… C'est une belle médaille. C'est une belle médaille. Il est très content, plus sérieusement, enfin plus gravement, combien aujourd'hui, alors vous avez parlé du recours à Flatsy, donc votre société partenaire, on va dire, qui vient plugger son service sur le vôtre. En termes de réseau humain, ça fonctionne comment? C'est-à-dire qu'en fonction des besoins, parce que vous allez avoir des mandats, vous avez des mandats France entière à ce jour, j'imagine, il n'y a pas de raison que ce soit en toute la France, même en Guadeloupe. Donc si je vous confie demain un mandat de vente à Nice, par exemple, il y aura à Nice la bonne personne, grâce à Flatsy, pour faire visiter le bien et pour s'occuper de moi. C'est ça l'histoire? Complètement. S'il y a besoin d'un agent de visite, bien sûr. S'il y a besoin. Voilà, c'est ça. Donc, mais par contre, nos clients, ils préfèrent faire visiter eux-mêmes. Donc, en 95% on a entendu qu'il y avait cette alternative. D'accord. Donc, si je veux aller jusqu'à cette délégation de service, comme chez un agent immobilier, on va dire traditionnel, vous me répondez par le recours à un agent Flatsy, pour simplifier, qui va là où il faut être présent. C'est ça. Oui, tout à fait. Parfait. Écoutez, je vais peut-être demander à… Alors, sauf s'il y a des besoins de réaction. Autrement, j'avais dit que normalement, le débat devait durer 1 heure, mais que j'étais vraiment pas sûr que
il ne durerait pas 1 heure. J'ai eu raison de ne pas m'engager trop parce que ça fait plus d'1 heure et demie qu'on débat et je crois que ça le méritait. On s'est dit beaucoup de choses. Je crois qu'il y a eu beaucoup de franchise et de courtoisie de la part de chacun, encore une fois. S'il n'y a pas de demande particulière, c'est à Benjamin que je vais passer la parole. Lui-même pourra évidemment reprendre l'essentiel. Pour moi, je vous remercie encore une fois de votre souci d'être complet, d'être transparent et d'être confraternel. C'est un mot comme président d'école immobilière qui m'est très cher. Voilà, je tiens à le dire. Et cette marque de gratitude va vraiment à chacun d'entre vous. Christian Cohen, fondateur d'Impact Immo, Olivier Descamps, le patron d'IAD pour la France, Stéphane Fritz, le président de Guy Hockey et les 2 fondateurs des agences de papa, Frédéric Ibanez, Nicolas Fratini. Benjamin, à toi le mot de la fin, si tu le veux bien. Merci Henri. Je voudrais remercier évidemment, comme tu viens de le faire, tous nos intervenants. Moi, j'ai un petit regret. On a beaucoup évoqué la valorisation, la communication. J'aurais bien aimé qu'on évoque un peu plus le métier de la transaction et ses enjeux. Ce métier qu'on aime, ce métier de proximité. Et c'est pour ça que, évidemment, on a aujourd'hui compris qu'il y avait une petite problématique de confusion entre une agence digitale et une agence immobilière. Ça aura mis le sujet de l'intermédiation. Je pense que c'est la problématique de l'intermédiation entre une agence immobilière qui se veut être professionnelle, vendre un savoir-faire, avoir une qualité de service. Et effectivement, aujourd'hui, cette révolution du digital, du digital à tout prix, j'ai envie de dire. En tout cas, merci à tous pour cette conférence et j'espère qu'elle aura aussi plu à tous les internautes qui l'ont suivi. Bonne soirée à tous. Et ils étaient nombreux. Bye bye, bientôt.